Extrait numéro 2. Andreas. Comme je m'attardais à mon examen, un homme vint sur le pas de la porte, vêtu du maillot sans manches des frappeurs de boue. Son encolure, l'épaisseur de son torse, la grosseur de ses bras indiquaient une vigueur extraordinaire. Les muscles étaient enveloppés comme chez les Tartares. Cependant, son visage était celui d'un honnête Français, un peu rude, comme d'un vieux soldat. Ce n'est que plus tard que j'ai pu y lire en même temps que la bonté, la finesse et l'intelligence et beaucoup d'autres choses. J'étais tellement certain de n'avoir affaire qu'à un ouvrier que je lui demandai « Est-ce que M. Andreas est là ?»« C'est moi, » me répondit-il, me causant ainsi une surprise de plus et aussi une déception, car il ne ressemblait en rien à l'élégant jeune homme que j'avais aperçu autrefois. « Voici ce que c'est, dis-je. J'ai eu chez moi cette broderie déchirée, et on m'a envoyé à vous parce que, paraît-il, votre femme est la seule artiste capable de réparer le malheur. »« Bien, monsieur, entrez. Si vous avez un peu de temps, voulez-vous feuilleter ces porte-feuilles d'estampes? J'ai quelque chose d'urgent à finir, je reviens dans 5 minutes. » Et l'homme retourna vers sa forge, après m'avoir asséné un vif regard profond, assez inattendu. Je crus être tombé sur un original féru de quelques marottes. Dans ce magasin-atelier, j'avais aperçu de très belles gravures, des poteries esquises, de vraies raretés. Je résolus de gagner la confiance de cet Andreas. Je le rejoignis dans sa cour, sous prétexte que je préférais être à l'air par ce beau soleil. Le grand chien descendit, tourna et s'assit entre son maître et moi. « Reste tranquille, lui dit le forgeron. C'est un ami. Présentez-lui votre main, monsieur. Ces chiens-là aiment à être traités comme des personnes, ajouta-t-il en souriant. Et en effet, le chien s'approcha, flaira ma main en appuyant son gros nez frais et remonta sur la terrasse. Le hangar où j'avais rejoint le maître de séant était installé pour le travail du fer. Dans le coin le plus pittoresque de l'enclos, le robuste rabilleur allait et venait, disposant ses bigornes et activant son feu. Un chat nous épiait de dessus le bûcher. Des moineaux et des rouges-gorges paillaient dans les arbustes. À l'étage, une voix de contralto chantait en sourdine un vieil air noble. Des cris d'enfants joueurs arrivaient des terrains vagues voisins. Toute une atmosphère paisible, joyeuse et active. « Je pense, me dit l'homme, d'une voix profonde quoique peu sourde, je pense que toutes ces vieilleries vous intéressent? Il y en a beaucoup encore. Regardez ceci. C'était une lame démasquinée. Le secret de cette trempe est perdu. Regardez. Est-ce du bel ouvrage? » Et il plia la lame en cercle, puis la laissant se détendre, elle reprenait sa rectitude. Je crois que cette trempe, c'est du suif de boue brouillant. Ce sont des recettes de bonne femme, dis-je. Pardonnez-moi, monsieur. La graisse de bouc n'est pas de même formule chimique que la graisse de mouton. Leurs propriétés sont différentes. Il causait ici à bâton rompu, tout en martelant une petite ferronnière. Quand il eut terminé, il examina ma soierie. « C'est une très belle pièce, prononça-t-il. Cela vient du Quanxi et cela sans l'influence japonaise. Mais n'importe, j'en ai rarement vu d'aussi bien. Vous savez comment il faut l'accrocher pour qu'elle donne tout son effet? Non? Eh bien, voyez, l'ombre de ce camélia est grise quand le jour tombe en plein dessus et rose comme ceci en jour frisant. L'ombre de cette brindille horizontale est horizontale. La chose est donc faite pour être vue au soleil couchant, pendu à un mur d'ess, et le spectateur assis sur le plancher. » Surpris de ces remarques ingénieuses, je lui poussai aussitôt quelques cols en matière de broderie et céramique extrême-orientale. Il me donna les noms que je faisais semblant de chercher, et souriant, il ajouta « Mon cher monsieur, vous vous défiez de moi. Il est vrai que vous croyez ne me connaître que depuis peu, mais nous nous entendrons. Ma femme ne pourra pas faire la réparation à moins de 200 francs, et il lui faudra 3 semaines. Je vais vous faire un reçu donnant à votre panneau de sa valeur, et vous garantissant les risques. D'ailleurs, voici l'ouvrière. » Une femme, déjà sur le revers de l'âge, descendait lentement l'escalier. Elle était de taille moyenne, bien prise, la mise très simple, mais très propre. De beaux cheveux gris encadraient son visage rayonnant, quoique fané. Un regard charmeur lui conquérait tout de suite la sympathie. Ses airs de tête, sa démarche, l'élégance de ses mains me frappèrent. Elle paraissait par instants une tout à fait grande dame. « Stella, dit le forgeron.
et aussitôt quelque chose de souverainement doux vint dans l'air me saisir à la gorge. Jamais, entre deux amants, je n'avais aperçu l'amour jaillir comme entre ces deux époux. La vibration de sa voix profonde, le sourire de ses yeux, tous les plis d'un visage tanné, comme s'il avait subi les aguilons et les tempêtes de la terre entière, toute l'attitude de son corps exprimait la tendresse indicible et l'immuable gravité des sentiments plus qu'humains. Mon émotion fut soudaine. Il n'y avait plus de doute. J'avais devant moi l'Andreas et la Stella de Desiderius. Était-ce possible? La seconde suivante, ma défiance était revenue. Je dissimulai mon trouble. Je décidai d'attendre. Car, en somme, quelle preuve précise avais-je de l'identité de ces personnages? Stella, dit donc le forgeron, voici de l'ouvrage qui te concerne. J'ai fixé 200 francs et 3 semaines. Et la femme, souriante, acquiesça en quelques mots. Je la regardais mieux. Ses traits, pris un à un, exprimaient des qualités opposées. La bouche était prudente et bonne, le nez impérieux, le menton volontaire, le contour des pommettes énergique jusqu'à la violence, la courbe des paupières de la plus noble mélancolie, les méplats du front et des tempes très doux. Dans le regard, la lumière heureuse qui brille aux innocentes prunelles des enfants. En somme, deux êtres énigmatiques. Comme Andreas refusait les arches que je voulais déposer, et j'insistais. « Vous ne me connaissez pas, dis-je. »« Croyez-vous » répondit-il avec un sourire. « Et puis, le daim appelle le tigre, ajouta-t-il, citant ce proverbe du Laos. « Mais enfin, m'écriai-je, ma méfiance vaincue, qui êtes-vous? Où avez-vous appris tout ce que l'on voit que vous savez? Vous avez longuement vécu dans ces contrées orientales pour en connaître tant de petits détails? » J'ai voyagé, en effet, par là. J'en ai rapporté surtout des souvenirs, des erreurs aussi, et des vérités. Ainsi, par exemple, le signe que je vois là dans votre paume droite veut dire, d'après les devins jaunes, que vous vous adonnez aux sciences occultes, non sans succès. Mais une autre marque m'indique que vous possédez, sur la plupart des amateurs, un avantage très rare. Qui est... Si je vous disais, vous le perdriez, répondit-il gravement. Vous avez beaucoup cherché. Souvenez-vous que la vraie lumière vient de Dieu seul. Je compris alors que cet homme savait et que je touchais au but de toute ma vie. J'avais tout sacrifié à la poursuite de l'occulte, la famille, les plaisirs, la position lucrative. Pas un temps de recherche m'avait mené devant une muraille. Parmi ceux que j'avais pris pour des maîtres, les uns m'avaient promis plus qu'ils ne pouvaient tenir. Les autres m'avaient rebuté par leur intolérance de race ou de religion. D'autres encore m'avaient abandonné impitoyablement, ou bien ils auraient voulu que je parte chercher la vérité dans un pays lointain. La vérité n'est-elle pas partout? Tant d'échecs m'avaient lassé. Et cet homme-ci était-il mon Andreas? Et cette femme? Et le pensant de tout à l'heure? Étais-je sur la bonne piste? Mon interlocuteur continuait de parler. Le phénomène miraculeux ne prouve pas le vrai, car comment discerner si la force qu'il produit vient d'en bas ou d'en haut? La science n'est pas non plus une preuve. Quel cerveau contiendra tous les arcanes de l'immense nature? Comment juger quelle dose de savoir convient à l'état spirituel, intellectuel, physique du disciple, à son passé, à son devenir, à son milieu, aux êtres dont il est le chef de file, à ceux qu'il suit? Ne croyez donc pas, monsieur, que je sois quelque chose. Je ne sais rien. Je ne connais même pas la profondeur de mon ignorance. Cependant, que faire pour avancer, demandai-je, en cherchant mes mots, car tout mon vocabulaire technique et solennel me semblait hors de mise avec cet homme si simple. Moi, initié à un grand nombre de degrés, affilié à toutes les sectes européennes qui touchent de près ou de loin à l'illumination, chevée ouvrière de pas mal d'entre elles, moi qui avais écrit tant de brochures savantes que mes correspondants étrangers appelaient maître très docte, et qui avait fini par le croire à force de l'entendre dire, moi qui avais célébré les rites magiques et renouvelé les guérisons paracelsiques, qui avait donné la lumière à un grand nombre d'hommes et de femmes respectueusement attentifs. Moi qui me croyais impavide et impassible, chantais ma tour d'ivoire vaciller sur sa base. J'étais désorienté et je me serais rapproché de prendre avec cet inconnu une attitude autre que la plus sincère. Le désir ardent de parvenir à une synthèse, à quelque chose. « Je vous répondrai, dit Andreas, quand vous nous ferez l'amitié de venir déjeuner avec nous. Fixons une date, voulez-vous? » J'acceptai sans façon et je pris congé. Mes occupations professionnelles m'empêchèrent de réfléchir sur tous ces incidents, et lorsque je retournai chez Andreas, j'étais plus indécis que jamais. L'habitude de l'analyse avait oblitéré en moi l'intuition. Je
devais m'apercevoir dans la suite combien je m'étais retardée en ne devinant pas l'inconnu du boulevard Serrurier. C'est là que clôt notre extrait numéro 2. Donc, je reviendrai bientôt pour le prochain. À bientôt et merci.